11 juin 1940, Adolf Hitler vient sur le front savourer sa victoire. La France est à genoux. Mais cette fulgurante percée impose une décision. Que faire de cet ennemi vaincu? L'écraser comme la Pologne? Le soumettre comme les Pays-Bas? Ou imaginer une autre voie? Otto Abetz. C'est lui le diplomate de 37 ans qu'Hitler va bientôt nommer ambassadeur et qui propose de construire avec la France une relation politique différente. Car Otto Abetz aime la France. Il y a longtemps vécu, en connaît la langue, la culture. Il a épousé une Française, Suzanne, qui le rejoindra bientôt. Depuis des années, il travaille au rapprochement politique et culturel entre les deux pays. Alors le 14 juin 1940, quand il pénètre en France dévastée, ressent-il le frisson de la victoire ou la compassion d'un ami? Des dizaines de milliers de morts, 1 800 000 prisonniers, et l'armée allemande triomphante qui occupe le territoire. Abetz aime la France. Mais serait-il de ces amoureux qui ne peuvent vivre leurs sentiments que dans la domination ou la destruction? Le 14 juin, Paris est déclarée ville ouverte par le gouvernement qui s'est réfugié à Bordeaux. Les Parisiens qui n'ont pas fui découvrent le visage des nouveaux maîtres du pays. Le lendemain, Otto Abetz prend possession de l'hôtel de Beauharnais, le siège de l'ambassade d'Allemagne. C'est de là qu'il entend tirer les ficelles de la politique française. Car s'il donne l'image d'un homme souple, loin de la caricature du nazi qu'il est pourtant, c'est un manipulateur, un maître du double jeu. 2 jours plus tard, dans son bureau, Abetz entend un appel historique. Avec les Français, il découvre la voix du maréchal Pétain, nommé la veille chef du gouvernement. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. L'armistice. Pétain dépose les armes. Hitler ne peut contenir sa joie. Et il décide d'en faire un moment d'humiliation supplémentaire pour la France. Il ordonne que tout se passe dans le wagon qui servit en 1918 pour la signature de la capitulation allemande, positionné au même endroit, dans la clairière de Rotonde. Un instant,
Surprenant tout le monde, Hitler se dirige vers la statue de Foch, le vainqueur de la Grande Guerre. Ne nous y trompons pas. Il ne le salue pas, mais le toise. Il vient de décider qu'à l'issue de cette cérémonie, toutes les statues de Rotonde seront détruites. C'est là, dans cet ancien wagon-restaurant, dans un texte de quelques pages, que se joue le destin de la France. Le pays est coupé en deux par une ligne de démarcation. Une zone nord, occupée par les Allemands, sous la férule d'un commandant militaire. Une zone sud, laissée au gouvernement français. C'est le général Huitzinger qui conduit la délégation française dans un silence glacial. Les gestes de salut sont mécaniques et les regards s'évitent. Et si chacun semble chercher sa place, pour Hitler, celle de la France est claire. Celle du vaincu qui devra payer les frais de l'occupation. 400 millions de francs par jour. Comme Hitler l'avait ordonné, la clairière et les statues sont détruites. Le lendemain, le Führer s'offre une visite de 2 heures dans Paris. C'est la première fois qu'il vient dans la capitale française et n'y reviendra plus jamais. Ses idées pour la France se précisent. Pour mieux poursuivre sa conquête de l'Europe, il la veut vassaliser. À Vichy, où le gouvernement s'est installé, le monde politique vit dans l'affolement. La grande majorité des parlementaires vient de liquider la République. Ils ont légalement donné le pays à un homme de 84 ans, qu'ils pensent providentiel. Philippe Pétain, l'un des héros de la Grande Guerre, celui qui a déjà vaincu les Allemands. Maréchal, académicien, ambassadeur, ministre. Ses titres, sa gloire et son grand âge inspirent confiance. On se trompe. Pétain est un ambitieux qui n'est pas encore rassasié. Après avoir obtenu les pleins pouvoirs, il s'octroie le titre de chef de l'État français. Enfin tacticien, il suspend les assemblées. Il exploite le chaos politique pour engager une refondation autoritaire de la France. La Révolution nationale. Un mouvement réactionnaire revenant sur tous les acquis de la démocratie et de la République. Le maréchal a convié tous les Français à faire ce qu'il a appelé la Révolution nationale, c'est-à-dire une vraie révolution, rompant délibérément et définitivement avec tout ce qui a conduit la France dans l'état où elle se trouve actuellement. Et les boucs émissaires sont immédiatement désignés. Les étrangers, les francs-maçons et les juifs sont progressivement exclus de la société par une série de lois révélant la nature raciste et antisémite du régime. À Vichy et ses environs, ce sont plus de 40 000 fonctionnaires et militaires qui s'entassent dans les différents hôtels pour ce qu'ils pensent être un bref séjour. Quant aux membres du gouvernement, ils forment un attelage hétéroclite. Hommes d'extrême droite, parfois de gauche, pro-allemands, anti-allemands, militaires ou anglophiles. Depuis son ambassade, Otto Abetz observe ce petit monde s'agiter. Il écrit à Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, « Toute la France se trouve encore dans un état d'irrésolution politique. Le nouveau gouvernement fait figure de pont de secours branlant au-dessus d'un gouffre menaçant. »
Et il choisit comme interlocuteur, non pas Pétain, qu'il juge trop nationaliste, mais un politicien qu'il connaît depuis longtemps, Pierre Laval. Pierre Laval a 57 ans. Il cherche à revenir dans le jeu politique, et la défaite vient de lui offrir une opportunité inespérée. Tout au long des années 30, Pierre Laval a goûté aux saveurs du pouvoir. 11 fois ministre et 2 fois président du Conseil. Il a été l'une des pièces centrales de la vie politique. Celui qui décide, celui qu'on écoute. Durant près de 10 ans, il joue dans la cour des puissants. Lui, l'enfant du Puy-de-Dôme, fils d'un simple aubergiste. Il sillonne le monde en visite d'État à la Maison-Blanche, à Moscou avec Staline, à Rome avec Mussolini, ou à Berlin où il fait fabriquer ses cravates, éternellement blanches. Et à la tribune de la Société des Nations où il prône une ligne claire, sauvegarder la paix en Europe en rapprochant la France et l'Allemagne. J'évoque aujourd'hui le différend qui pèse si lourdement sur notre Assemblée. Écarté du pouvoir, il est traité avec mépris par le Front populaire. Depuis, il n'a plus qu'une ambition, dévorante, prendre sa revanche et à nouveau gouverner. Mais, à Vichy, Pierre Laval est contesté. N'incarne-t-il pas cette république que l'on vient d'abattre? Lui, le pragmatique, capable de s'arranger de tout pour se maintenir au pouvoir? Il n'est que vice-président du Conseil et ministre sans portefeuille. Il doit s'imposer. Alors, l'animal politique qu'il est va jouer le tout pour le tout. Le 19 juillet 1940, il quitte Vichy. Direction Paris. Laval est le premier membre du gouvernement avec qui l'occupant a pris contact. Abetz l'a convié pour un dîner en tête-à-tête. Pétain en a été terriblement vexé. Au menu, les relations entre la France et l'Allemagne, dont ils vont écrire ce soir-là le nouvel acte. Les deux hommes se connaissent bien, ils ont le même objectif. Rapprocher leurs deux nations. C'est durant ce dîner que Laval affirme, à titre personnel, je souhaite la collaboration entre nos gouvernements, sans arrière-pensée et pour le bien de l'Europe. La collaboration, le mot est prononcé par un Français. Abetz n'en espérait pas tant. À l'hôtel du Parc, dans la suite 124, dont il a fait son bureau, Pétain fulmine. Laval agit sans lui rendre compte de rien. Il ne supporte déjà plus les manières de cet homme, qui lui souffle dans le nez la fumée de ses cigarettes et affiche son ambition de lui succéder un jour. Dans le bureau du dessous, Laval ne cache pas son manque d'estime pour celui qui n'est, à ses yeux, qu'un militaire, un vieillard en sursis. Le professionnel de la politique, c'est lui. Il répète souvent « Je connais mon métier, laissez-moi faire ». Dans ce climat de méfiance, les deux hommes s'entendent pourtant sur un point. Ils veulent soulager les contraintes de l'occupation et permettre à la France d'être traitée d'égal à égal. Pour cela, ils n'entrevoient qu'une seule politique, la collaboration avec le vainqueur. Ce rapprochement avec l'ennemi d'hier rend les Français perplexes. Même si les Allemands, en ce début d'occupation, donnent une image différente de ce qui était redouté. Courtois, aimable et même charmeur.
après la sidération de la défaite et le chaos de l'occupation, naît chez les uns et chez les autres, entre les vaincus et les vainqueurs, une curiosité faite d'attirance et de peur. L'attrait de l'autre, de l'étranger, la transgression de goûter à l'ennemi, le désir d'une virilité fantasmée, celle de celui qui a gagné la guerre, pousse de façon irrépressible à un rapprochement. De leur côté, après l'âpreté des combats, après l'étourdissement de leurs fulgurantes percées, les soldats allemands découvrent un pays de cocagne. Il fait bon durant cet été 1940. Et les corps fatigués des soldats n'ont qu'un seul besoin, exulter, sentir qu'ils sont encore en vie. Pour les officiers qui réquisitionnent les plus belles maisons, c'est l'heure de la vie de château. Champagne, cigares et franche camaraderie. Pour tous les soldats allemands, être muté en France sera toujours vécu comme une récompense. De cette fréquentation quotidienne entre Français et Allemands va naître une première forme de collaboration. Une collaboration intime, faite de milliers d'histoires, de désirs et d'amour entre des êtres pourtant déterminés comme ennemis, portant en elle dès son origine le poids de la faute et du péché. L'histoire d'un regard qui devient une première fois, d'un été que l'on sait inoubliable, d'un été où l'on se sent belle et désirable, où Paris semble nous appartenir. Histoire pudique ou impudique, où l'on se donne entièrement au regard de l'autre. Histoire d'un âge que l'on voudrait retenir un peu. Histoire entre garçons cachés dans les blés sauvages. Histoire d'hommes et de femmes qui, dans le secret des maisons réquisitionnées, perdent leurs masques et leurs retenues. Et de toutes ces histoires naîtront, durant l'occupation, plus de 80 000 enfants. Début août 1940. Hitler a convoqué Abetz au Berghof, son nid d'aigle. L'ambassadeur lui remet son mémorandum sur la France. Il écrit « Tout doit être fait pour favoriser la désunion de la France et par là même sa faiblesse afin d'influencer l'évolution de sa vie politique et assurer notre domination. » Cette option séduit Hitler, mais il hésite encore. Il a également invité Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères. Les deux diplomates lui proposent de traiter la France différemment des autres pays conquis, en lui offrant un partenariat qui rassurerait le monde sur les méthodes allemandes tout en maintenant la France soumise. Un jeu de dupes dont il serait le maître. Hitler ne se prononce toujours pas. Car à Berlin, une autre politique est envisagée. Hermann Göring et Joseph Goebbels veulent traiter la France comme la Pologne. Un écrasement définitif et le pillage des richesses. Göring écrit « La collaboration de messieurs les Français, je la vois seulement de la façon suivante, piller tout jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. »
C'est dans le train qui le ramène d'Espagne qu'Hitler va finalement trancher. Franco vient de refuser d'entrer en guerre à ses côtés contre la Grande-Bretagne, son nouvel objectif. Le Führer cherche donc des alliés et la collaboration tombe à point nommé. Il explique. La France va participer à l'effort de guerre allemand, et cela de son plein gré. Sur le chemin du retour, il décide de s'arrêter à Montoire-sur-Loire et invite Pétain à le rencontrer. Si en privé, ni Pétain ni Laval ne manifestent de grande empathie pour le régime nazi, ils savent que l'Allemagne va bientôt dominer l'Europe. Pragmatiques, ils ont choisi de se placer dans le camp du vainqueur. Ce sera leur première et dernière rencontre. Pétain et Laval sont d'accord pour engager une collaboration d'État pour laquelle ils demandent 3 contreparties. Un assouplissement de la ligne de démarcation, une baisse du tribut financier et la libération des prisonniers. Hitler prend note, mais ne répond sur rien. Pour lui, la collaboration ne se fera qu'à sens unique. L'entrevue débouche sur un simple communiqué annonçant qu'une collaboration a été envisagée. Jamais rien d'officiel ne sera signé, aucun programme précis ne sera évoqué. Mais la photo de la poignée de main entre le vainqueur et le vaincu a choqué l'opinion. Les préfets font remonter au gouvernement l'inquiétude et la perplexité des Français. Pétain décide alors d'expliquer son choix. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Je vous dois à ce sujet quelques explications. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos 2 pays. J'en ai accepté le principe. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Et dans un premier temps, les Français le jugent bien. Pétain illusionne tout le monde. N'est-il pas l'homme providentiel qui vient de sécuriser la paix? La paix. Une idée forcément populaire, sur laquelle il s'appuie pour installer un peu plus son pouvoir personnel en demandant aux Français de lui jurer obéissance et fidélité. Et il envoie un signal fort à l'occupant en nommant leur protégé. Pierre Laval devient ministre des Affaires étrangères. Ça y est, il vient de gagner. Un pas de plus dans sa reconquête du pouvoir. Son premier geste ne peut que satisfaire les Allemands. Il leur offre l'or confié par l'État belge à la Banque de France. En contrepartie, il espère obtenir beaucoup, car lui aussi croit dans une politique de donnant-donnant. Cruelle et naïve illusion. En échange de ce fabuleux trésor, les Allemands ne relâchent que quelques milliers de prisonniers. Et ils concèdent à la nomination d'un représentant diplomatique. Georges Scapini, ancien député, revenu aveugle des tranchées. La cécité pour représenter Vichy auprès du Reich. Tout un symbole.
L'Allemagne ne peut envisager de rendre ses prisonniers que si un intérêt commun, franco-allemand, se dégage d'une manière claire. Le principe en a été fixé à Montoire, lors de l'entrevue du chancelier Clerc. Première conséquence de Montoire. Un acte symbolique. Une cérémonie inimaginable. Le 1er novembre 1940, Français et Allemands rallument ensemble la flamme du soldat inconnu. La collaboration dans la commémoration. La guerre entre les deux pays ne doit plus être qu'un souvenir du passé. L'idée de la collaboration s'installe progressivement dans les mentalités, notamment celle des élites économiques qui vont y trouver le moyen de poursuivre leurs affaires. À l'hôtel Crillon, l'occupant organisera à partir de 1942 les déjeuners de la table ronde, baptisés par certains les déjeuners de la trahison. Industriels et banquiers y rencontrent les autorités allemandes. Par une sorte de loi naturelle, celle du maintien d'une activité économique, ils vont trouver dans l'Allemagne en guerre un gigantesque marché. La collaboration économique verra bientôt 80% des constructions automobiles et 100% des constructions aéronautiques destinées à l'effort de guerre allemand. La France enverra aussi vers l'Allemagne la moitié de sa production sidérurgique et les 3/4 de son minerai de fer. Le pays est en train d'être saigné à blanc. C'est exactement la collaboration que voulait Hermann Göring. Le dauphin d'Hitler prend régulièrement ses quartiers à Paris, à l'hôtel Ritz. Il a chargé Abetz de la sécurisation des œuvres d'art du patrimoine français. En réalité, un pillage qui ne dit pas son nom. L'ambassadeur écrit « Nous devons assurer la mise en sécurité expresse des trésors d'art français des musées parisiens ou de la zone occupée, tout comme les œuvres appartenant à des juifs. » Très vite, les 3 plus grandes salles du Louvre ne suffisent plus à stocker les sculptures, meubles ou tableaux. On annexe le jeu de paume, où Göring vient faire son marché pour alimenter sa collection privée. C'est par camion entier que les œuvres partent vers l'Allemagne, sans aucune protestation du gouvernement de Vichy. Enfin, les Allemands font main basse sur les grandes entreprises dirigées par les Français d'origine juive. C'est le cas des Galeries Lafayette, le grand magasin parisien. Son propriétaire est remplacé par un administrateur allemand. L'ensemble des recettes est consigné à la Caisse des dépôts, sur le compte numéro 501, et doit en théorie ne pas en sortir. En théorie, car l'argent du compte 501 va être envoyé en Allemagne. Ayant tout accepté jusque-là, le gouvernement français se décide à réagir et annule par décret toute arianisation des entreprises. À l'hôtel Majestic, où se tient la section économique de l'administration allemande, le général Elmar Michel connaît son premier conflit avec Vichy. Et il n'a d'autre choix que d'obtempérer. Les administrateurs allemands doivent partir. Mais en réalité, il cède la place à des hommes nommés par Pétain. Car ce que Pétain veut, ce n'est pas protéger les entrepreneurs juifs, c'est faire main basse sur leurs affaires. 47 000 entreprises sont ainsi mises de force sous la tutelle de Vichy. Quant à Göring, qui a encore les yeux rivés sur l'Angleterre, il quitte la France en exhortant ses soldats. Vous devez vous transformer en une meute de chiens de chasse, toujours sur le qui-vive, et prendre tout ce qui pourrait servir le peuple allemand.
Ainsi, une grande partie de la production agricole est envoyée en Allemagne. Contribuant avec le blocus maritime à plonger le pays dans la misère et la famine. Désormais, on ne s'alimente plus qu'avec des tickets de rationnement. Et c'est Göring lui-même qui fixe le nombre de calories nécessaires. 2000 pour un adulte actif, à peine 690 pour une personne âgée. Face au doute naissant dans la population, Otto Abetz cherche à créer un événement symbolisant la bonne entente entre les deux pays. Il organise le retour en France des cendres de l'Aiglon, le fils de Napoléon. Il y invite Pétain, espérant une belle photo comme à Montoire. L'entourage de Pétain suspecte un piège. Les Allemands pourraient retenir le maréchal à Paris, laissant le champ libre à Pierre Laval. Il ne supporte plus son ministre des Affaires étrangères et voit dans cette affaire sa main manipulatrice. Le 13 décembre 1940, alors que le cercueil de l'Aiglon quitte Vienne, Pétain révoque Laval. Et devant la réaction violente de Laval, il ordonne son arrestation. La collaboration vient de connaître son premier coup de théâtre. À Paris, Abetz est furieux. Sa grande cérémonie est un fiasco politique. Ni Pétain, ni Laval n'y assistent. Et l'ambassadeur y prononce ces mots. C'est Pierre Laval qui a créé l'atmosphère de la collaboration et qui reste pour nous le garant de cette politique. Un soutien sans faille. Car Abetz voit dans la mise à l'écart de Laval l'ombre portée de son propre échec. Dès le lendemain, il fonce vers Vichy. Il exige le retour de son protégé. Et si Pétain ordonne la libération de Laval, il ne lui confie aucun poste. Et c'est ensemble, dans la même voiture, qu'Abetz et Laval repartent vers Paris. Débarrassé de ce politicien dont il se méfiait, Pétain est redevenu le maître du jeu. Il nomme le nouvel homme fort, un officier supérieur, comme lui, dont il apprécie la rigueur et la loyauté. Ministre de la Marine, des Affaires étrangères, vice-président du Conseil, l'amiral Darlan est officiellement désigné comme successeur du maréchal. Darlan aussi est un ambitieux. Et il le sait, pour durer, il va falloir satisfaire les demandes allemandes avant même qu'elles ne soient formulées. Il promulgue une nouvelle loi sur le statut des Juifs et inaugure le commissariat général aux questions juives. Recensement, fichage, spoliation et bientôt arrestation. Le commissariat devient le rouage administratif d'un antisémitisme d'État de plus en plus compatible avec l'occupant. Sous la pression allemande, une exposition est organisée qui crée de toutes pièces des boucs émissaires au malheur de la France. L'exposition « Le Juif et la France » va recevoir plus de 200 000 visiteurs. Enfin, l'occupant décide l'internement des Juifs étrangers et apatrides dans les camps de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Des camps gérés par les gendarmes français. La politique antisémite de Vichy se synchronise progressivement avec la logique nazie.
Le 11 mai 1941, Abetz escorte Darlan jusqu'au nid d'aigle. Le Führer est cassant. Je tente cette politique de collaboration pour la dernière fois. Si la France ne comprend pas, la leçon qu'elle vient de recevoir serait peu de choses en regard de ce qui adviendrait. Car ce que veut maintenant Hitler, c'est un engagement militaire de la France à ses côtés. Alors Darlan va pousser la collaboration vers son sommet. Durant une semaine, il négocie avec Abetz les protocoles de Paris. Par ces accords, la France offre les bases militaires de son empire aux Allemands. Ils en ont besoin pour mener leurs attaques contre les Anglais. Mais en échange de cette collaboration militaire, la France n'obtient toujours rien. Pétain s'en plaint à Göring. J'ai compris que la collaboration impliquait de traiter d'égal à égal. S'il y a en haut un vainqueur et en bas un vaincu, il n'y a plus de collaboration. Il y a ce que vous appelez un diktat. Pétain commence à comprendre. Pour collaborer, il faut être deux. Pour l'heure, il est seul. À l'ambassade, Otto Abetz continue de recevoir le tout Paris. Avec son épouse, Suzanne, il rassure le monde de la création. Mais sous ce masque d'homme ouvert, il étend un peu plus son contrôle sur la culture. Il place le cinéma français sous l'autorité de la société continentale. On ne tourne plus que les scénarios ayant reçu le feu vert des censeurs allemands. Il organise des voyages à Berlin pour des comédiens français dans le but d'engager des coproductions entre les deux pays. Autre voyage au cœur du Reich, celui fait par les artistes comme Derain ou Vlaminck, à qui l'on fait visiter les ateliers du sculpteur officiel d'Hitler, Arno Breker, qui travaille à l'édification du nouveau Berlin. En retour, une grande exposition lui est consacrée au musée de l'Orangerie. L'imaginaire viril des nazis y est célébré comme il se doit par les tenants de la collaboration. Les écrivains et les éditeurs font aussi le voyage outre-Rhin. Jacques Chardon, Drieux-La Rochelle ou encore Robert Brasillac se rendent au Salon du Livre allemand. Ils sont accueillis par Goebbels, qui vient de superviser l'assainissement de la littérature française, soit 2000 titres et 850 noms à éradiquer des bibliothèques et librairies. Enfin, Abetz accorde une grande importance à la musique de son pays. Il organise la venue à Paris de l'Orchestre philharmonique de Berlin et invite Winifred Wagner, la fille du grand compositeur. Un hommage lui est rendu au palais de Chaillot. C'est un chef âgé de 32 ans, membre du parti nazi qui dirige l'orchestre, Herbert von Karajan. Mais alors que le tout Paris vibre aux premières notes du Tannhäuser, au 78 de la rue de Lille, la secrétaire d'Abetz termine la rédaction du rapport destiné à Ribbentrop. Il écrit « Afin de pouvoir contrôler les mouvements politiques, nous devons établir des relations avec chacun d'eux et exploiter au maximum leur rivalité. » Abetz poursuit sa petite musique. La fragmentation du monde politique français. Pour cela, il favorise l'émergence des ultras de la collaboration, les collaborationnistes. Avec eux, il n'est plus question de s'accommoder de l'occupation comme le fait le régime de Vichy, mais bien de vouloir la victoire de l'Allemagne nazie. L'Angleterre a perdu l'Europe. Elle est en train de perdre le peu d'influence qu'elle avait sur le continent soviétique. Elle perdra demain l'influence qu'elle a aux Indes. L'Angleterre est vaincue. Jacques Doriot,
Un ancien du Parti communiste dont il fut exclu dirige le Parti populaire français. C'est le plus important des partis collaborationnistes avec 30 000 adhérents, la plupart issus de l'extrême droite. Il veut en faire l'équivalent du Parti national-socialiste allemand et rêve de prendre la tête d'un gouvernement fasciste. Et c'est dans la mesure où les Français auront commencé le remembrement intellectuel de leur pays que l'Europe commencera à s'apercevoir que la France existe encore. Son grand rival est Marcel Déat. Polytechnicien, normalien, agrégé de philosophie, il a pour ambition de construire une Europe socialiste nazie et cherchera bientôt à rassembler la gauche collaborationniste. Son parti, le Rassemblement national populaire, regroupe moins de 20 000 militants. Il cherche par tous les moyens à peser sur la politique de Vichy qu'il juge trop tiède. Derrière ces deux leaders se développent plusieurs partis d'extrême droite, comme le mouvement social révolutionnaire d'Eugène Deloncle, un polytechnicien brutal qui a dirigé la cagoule. L'heure des bonnes intentions et des bonnes volontés est passée. Je vous appelle aux armes. Aux armes contre le bolchevisme, ennemi de l'Europe. Aux armes pour la révolution nationale française. Aux armes pour rendre à la France son droit à la vie européenne. Aux armes pour construire le monde de demain qui ne saurait se passer d'elle. Et Otto Abetz cultive ces différents mouvements comme un jardinier ses jeunes pousses. Il leur permet d'exister en leur accordant des moyens financiers et en leur donnant accès au papier. Les Allemands en maîtrisent la distribution et l'octroi selon la docilité des éditeurs et des rédactions. Plus d'une vingtaine de journaux collaborationnistes voient ainsi le jour, tirant parfois à plus de 100 000 exemplaires, comme Je suis partout et Au pilori. Et leurs chefs ont compris que l'union fait la force. 2 semaines après l'attaque de l'URSS par l'armée allemande, ils fondent la Légion des volontaires français contre le bolchevisme. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Le bolchevisme est devenu le nouvel ennemi de l'Europe nazie. En s'engouffrant dans ce combat, la collaboration franchit un cap. Des Français vont porter volontairement l'uniforme allemand et combattre aux côtés de la Wehrmacht. Le recrutement pourtant déçoit ses fondateurs. Jamais la Légion ne dépassera les 12 000 membres. Mais à Versailles, pour cette première sortie, tous les officiels sont là. Fernand de Brinon, qui représente le maréchal Pétain, Marcel Déat et Pierre Laval, qui n'a plus aucune fonction officielle. Il s'est imposé au premier rang aux côtés des Allemands qui ont autorisé l'exécution de la Marseillaise, jusque-là interdite. Pétain lui-même apportera sa caution en adressant un télégramme. La LVF détient une part de notre honneur militaire. L'honneur militaire a ce jour-là la couleur du salut nazi. Mais la cérémonie est brusquement interrompue par les tirs d'un jeune opposant, Paul Colette. Il vient de tirer sur Déat et Laval. Pour la première fois, on a voulu tuer les responsables de la collaboration. Le premier à se rendre à l'hôpital est Otto Abetz. L'ambassadeur viendra chaque jour s'enquérir de son ami Laval et préparer son prochain retour au pouvoir.